Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Le mot du jour, démographie. La Martinique continue de perdre des habitants. Dans ce journal, on se rendra dans la commune de Basse-Pointe, particulièrement concernée par cette problématique. Également, dans ce journal, on parlera des conséquences sur notre quotidien de la fin du remboursement de l'homéopathie. Et à la une de ce 5 janvier, c'est un triste bilan que l'on fait. Selon les derniers chiffres de la sécurité routière, 28 personnes ont perdu la vie sur les routes de Martinique en 2020, soit une personne de plus que l'année précédente. Constat, ce sont les deux roues qui restent les plus vulnérables. L'insécurité routière est due en grande partie à des comportements dangereux. Le point avec Loïc Régis et Marlène Mec. Ce sont avant tout des fautes de comportement, il ne faut pas oublier de le souligner, on ne cesse de le répéter. Et que faute de comportement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'alcool, il y a la vitesse, il y a les stupéfiants, il n'y a pas de permis, défaut des équipements de sécurité, etc. Donc c'est ce que nous retrouvons dans la majorité des accidents. Alors faute de comportement, ça veut dire quoi également? Ça veut dire que ce n'est pas la faute à l'État, ce n'est pas la faute aux municipalités, ce n'est pas la faute à Monsieur Moto, mais tout simplement la faute aux uns et aux autres. Donc j'en appelle à une mobilisation de tous et de chacun afin que tout le monde puisse faire en sorte de faire diminuer ces chiffres qui, malheureusement, un mort, un blessé, c'est un mort de trop, un blessé de trop. Et ça ne passera que par une mobilisation de tous. Et pour information, un centre de formation aux deux roues motorisées doit voir le jour ces prochains mois. Il sera créé en partenariat avec la préfecture et avec la ville du Lamentin qui met à disposition un terrain. Et les premiers à intervenir lors de ces accidents de la route, ce sont souvent les pompiers. En direct dans ce journal, on retrouve le lieutenant Éric Mouquin. Alors bonjour lieutenant Mouquin. On vient justement de faire un bilan sur les accidents qui ont eu lieu cette année, également sur les raisons qui provoquent le plus souvent ces accidents. Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler en tant que témoin des bons gestes, des bons réflexes à avoir quand on est face à ce type d'événement? Oui, bonjour à tous. Alors, en tant que sapeur-pompier, c'est vrai que nous sommes les premiers à intervenir, mais avant nous, il y a déjà aussi le premier témoin. Donc, nous aimerions que certains comportements, par exemple déplorables, changent sur les lieux d'un accident, déjà vis-à-vis de la victime elle-même. Je pense qu'il faut plus de respect envers celle-ci. Maintenant, on sait que le réflexe de tous un chacun, on le sait avec le développement des réseaux sociaux, c'est de filmer une personne en difficulté. Je vais plus loin, des fois la victime, elle est au sol, elle peut se faire dépouiller de tout, un bijou, argent, et même, vous avez parlé de l'accident de moto, et même de sa moto qui peut disparaître. Donc je rappelle que le rôle du premier témoin, en attendant l'arrivée des secours organisés, donc sur la police ou les sapeurs-pompiers, le SAMU, son rôle en tant que témoin, c'est de porter secours, d'organiser la sécurité autour de l'accident, pour éviter un suraccident. C'est d'ailleurs dans cette optique que sont formés les citoyens aux gestes de premier secours. Aussi, nous pouvons dire que nous faisons face à l'indiscipline des gens, en plus du contexte lié à l'intervention, à la configuration des lieux. Nous avons du mal à travailler du fait de leur indiscipline. Donc tout cela, j'aimerais que cela change, que les gens soient plus compréhensifs, qu'il y ait plus de civisme, tous ces gens qui gravitent par curiosité autour d'un accident ne nous apportent rien de particulier. Par contre, vous pouvez avoir des gens qui sont dans la foule et qui ont une certaine compétence. Donc on les invite à se manifester auprès de nous, de manière à ce qu'on utilise ces gens pour nous aider à mener nos missions. Rester discipliné, éviter le suraccident, ne pas hésiter à se manifester si on a une compétence. Merci beaucoup, lieutenant Mouquin, pour ces rappels, également pour ces bons conseils. Une bonne fin de journée à vous. Merci. Et on poursuit donc ce journal avec une bonne résolution qui concerne sûrement nombre d'entre vous. On décide parfois de reprendre les bonnes habitudes, de se remettre en forme, de retrouver le chemin des salles de sport. C'est un sujet de Loïc Régis et Marlène Mec. Après le ragoût de porc, les pâtés et un certain nombre de chocolats, au lendemain des fêtes, vous êtes nombreux à avoir repris le chemin des salles de sport. Ça permet de commencer l'année correctement, d'être motivé et puis de se remettre en forme.
Dans cette salle de Fort-de-France, on constate une nette hausse des abonnements en ce début 2021 et un retour en salle plus rapide que les autres années. Il faut dire que pendant le reconfinement, les salles de sport sont restées fermées plusieurs semaines. Beaucoup de gens revenir directement après les fêtes, beaucoup plus tôt que d'habitude cette année. Donc les gens ont besoin de sport pour se défouler, se remettre en forme après les fêtes. Alors la majorité des gens veulent d'abord travailler le ventre. Et après, globalement, tout le corps, une grosse remise en forme parce qu'au mois de novembre et décembre, il y a eu pas trop de sport, donc les gens sont très demandeurs. Pour d'autres, nombreux ce matin dans cette salle, pas de trêve des confiseurs, comme pour Denise, qui pratique depuis 24 ans sans relâche. Non, pas de pause. Je viens tous les jours et je fais au minimum 2 heures par jour. Donc, oui. Je ne me lâche pas, je fais toujours attention. Je ne me lâche pas à manger comme ça, non. Je mange ce qu'il faut. Oui, j'ai fait les fêtes de fin d'année sans excès, voilà. Le 31 avant, j'étais ici le matin, j'étais ici au 31, le 24 aussi. J'aime le sport et c'est ma santé. Tant que je ferai du sport, je serai en santé. La fête, non, c'est pas trop importante. J'adore le sport en fait. Pratiquer une activité sportive reste encore cette année la première résolution prise pour la nouvelle année, devant les loisirs et une meilleure alimentation. C'est une bonne résolution qu'il faudra garder jusqu'à la fin de l'année, bien sûr, on compte sur vous. Autre bilan de ce début d'année, la population martiniquaise continue de diminuer. Selon les derniers chiffres publiés par l'INSEE, la population au 1er janvier 2018 est passée sous la barre des 370 000 habitants. C'est presque 17 000 personnes en moins en 5 ans. Dans le trio des communes les plus concernées, Basse-Pointe, où s'est rendu Jean-Marc Dabreux. Selon le dernier recensement de l'INSEE, Basse-Pointe est dans le trio de tête des communes qui perdent le plus d'habitants. Voilà de quoi faire réagir les Pointois. C'est ainsi, il n'y a rien en Martinique. Les jeunes sont obligés de partir là-bas, tout ça. On ne fait pas de construction à Basse-Pointe. Et pourtant, il y a un tas de terrain. Il n'y a rien à Basse-Pointe. Il n'y a rien, c'est-à-dire Activité pour les jeunes, il n'y a rien. Il n'y a pas de l'hôpital. Et tout le monde part parce que les jeunes, il n'y a pas de travail. Omer est né à Basse-Pointe il y a 86 ans. Il a observé le dépeuplement de sa commune et le décès de nombreux de ses amis d'enfance. Ils sont tous morts, ils sont tous disparus. Dans cette commune du Nord, s'il y en a une qui conteste la baisse de la population, c'est la factrice. Il y a plein de monde, hein. Ah, non. Vous avez toujours autant de courriers à distribuer. À distribuer. Et pourtant, les statistiques de l'état civil sont formelles. Basse-Pointe perd de plus en plus d'habitants avec un nombre de décès supérieur aux naissances. 45 d'après mes statistiques et en 2020, 43. Au niveau des naissances extérieures, 2019, 15 et 2020, 27. Le dépeuplement de Basse-Pointe est-il une fatalité ? Non, selon ce jeune Martiniquais tout juste rentré de l'Hexagone pour une installation définitive. Je suis venu avant le confinement. Je suis resté pendant le confinement et j'ai constaté qu'il y avait moyen de rester ici puisque les parents sont fatigués, qu'il y a quand même des opportunités qui s'est présentées et puis j'ai fait mon retour définitif. Diplômé d'un BTS, embauché en CDI en France hexagonale, son retour est aussi un acte militant. Moi je voulais rester là pour faire un peu pour tenir le commerce de mes parents et pour ne pas laisser les choses tomber juste parce qu'il y a des habitants qui partent puisqu'il faut savoir qu'il y a des gens qui sont ici et ils ont quand même besoin de nous. Hormis Basse-Pointe, Le Prêcheur et Font-Saint-Denis font également partie du podium des communes concernées par le dépeuplement en Martinique. Et c'est un nouveau décollage pour Corsair. L'État et un consortium d'investisseurs sont désormais propriétaires de la compagnie aérienne. Un changement d'actionnaire qui doit permettre à la compagnie de surmonter la crise financière et de renforcer son offre en Outre-mer. Un sujet de Marlène Mec. Corsair change de cap. La compagnie aérienne a bouclé à la fin de l'année le transfert de propriété de 100% de son capital. Le groupe allemand TUI et Intro Aviation ont donc cédé toutes leurs parts aux nouveaux actionnaires, un consortium d'investisseurs et de collectivités d'outre-mer soutenu par l'État. Le PDG Pascal de Izagirre reste aux commandes avec à ses côtés 8 administrateurs.
Parmi eux, l'ancien ministre des Transports et ministre des Outre-mer, Dominique Perben, le fondateur d'Air Caraïbes, Éric Khoury, ou encore le président de la CCI de Guadeloupe, Patrick Vial-Collet. L'accord homologué en décembre prévoit une contribution financière globale de près de 300 millions d'euros pour permettre à Corsair de redresser la barre. Très impactée par la crise sanitaire, la compagnie aérienne ambitionne de se recentrer pour devenir la compagnie des Outre-mer. Et on vous propose à présent une bouffée d'oxygène dans ce journal. On ouvre tout de suite la fenêtre sur le monde de la culture martiniquaise avec notre invité du jour, Frédéric Tally. Alors bonjour, vous êtes le responsable communication de Tropicatrium à Fort-de-France. Et cette rentrée, elle va être très chargée. Pour les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, peut-être parlez-nous des temps forts de ce mois de janvier. Bonjour à tous et bonne année. Alors ce mois de janvier à Tropicatrium est habituellement marqué par notre fenêtre sur Haïti. Nous célébrons Haïti à travers cette fenêtre dans sa diversité artistique. Pour nous, cette première République noire de 1804, le 1er janvier, mérite d'être encore connue au niveau artistique. Et cette année, nous aurons donc plusieurs rendez-vous. Le premier étant à la fin de cette semaine, donc le 8. Donc je profite pour dire d'ailleurs que nos spectacles sont à 19h30. À 19h30. Donc ce premier rendez-vous avec Écho des divinités, avec Jean-Ernst Marie-Louise comme metteur en scène, Imelda Auchan, qui justement interroge la place des divinités féminines, aussi bien dans le vaudou, les religions afrodescendantes, mais aussi dans les autres religions. C'est un spectacle musical avec des Haïtiens, des Martiniquais, des Guadeloupéens, un Tunisien, avec cette chanteuse Imelda que l'on connaît beaucoup en Martinique. Donc c'est vraiment une belle ouverture avec justement à la fois de la vidéo, de la musique et de la narration, du conte. Et puis on va continuer le week-end d'après avec une mise en scène théâtrale autour de l'œuvre de Franck Etienne, qui lui aussi est un polymorphe, grand écrivain, peintre, chanteur, il a été ministre. Et Jean-Ernst Marie-Louise fait justement une mise en lecture théâtrale dans ce qu'il a appelé la stratégie d'une écriture rebelle. On aura une grande exposition qui permettra de découvrir ce mouvement des peintres de Saint-Soleil, donc à partir du 12. Ce sont des peintres céramistes, artistes, si je puis dire, qui vont émerveiller André Malraux en 1974. C'est un mouvement qui a émergé comme ça dans les années 73-72 et qui, depuis, a été exposé dans le monde entier. C'est vraiment une époque très importante, donc qui arrive après ce qu'on a appelé l'art naïf, une des grandes époques de la peinture haïtienne, qui est toujours très cotée. Donc ça permettra, et je crois que c'est la première fois qu'on aura une exposition sur ce mouvement Saint-Soleil en Martinique. Donc elle sera là jusqu'au 10 février. Et puis on aura de la musique avec un concert le 18, vraisemblablement avec Bello, puisque nous sommes obligés de nous adapter aux annonces, puisque là il est en Belgique. Mais si ce n'est pas le cas, on aura toujours un concert de musique haïtienne. Donc ça, c'est le temps fort de notre fenêtre sur Haïti. Et puis nous aurons des créations durant ce mois, donc notamment un hommage de Maillère-Bourrois, ce pianiste martiniquais qui fait un hommage à Frantz Fanon. Merci beaucoup pour cet agenda très complet. Ça y est, vous nous avez vraiment donné envie, bien sûr, de nous rendre à Tropicatrium pour découvrir tous ces spectacles, toutes ces créations également. Alors, j'aurais aimé rapidement quand même que vous nous disiez un petit mot sur cette plateforme qui a été créée entre-temps, qui s'appelle Pendant ce temps-là et qui est vraiment à la disposition des artistes, voilà, pour pouvoir permettre de faire connaître leurs œuvres, même en temps de confinement, comme ça a été le cas en 2020. Oui, pendant ce temps-là, c'est un petit jeu de mots pendant ce temps-là, nous, on a travaillé, donc c'était par rapport à ce deuxième confinement, et cette plateforme permet d'apprécier effectivement un concert de Ronald Tull avec plusieurs invités au niveau du chant, et puis dans un autre registre, un concert dancehall reggae avec la scène locale autour de Don Shorty. On a aussi la visite des expos en cours, donc celle de Victor Anissé,
et de Marvin Fabien, il y a des humoristes, il y a des slameurs. Donc c'est vraiment un cadeau qu'on a voulu offrir au public qui nous a soutenus durant cette année. Et puis cette plateforme, en la créant, donc elle est visible sur notre site, tropique-atrium.fr, a permis aussi d'être solidaire des artistes en permettant de les faire travailler, mais aussi toute cette filière, donc des intermittents, des loueurs de matériel, pour la réaliser de manière professionnelle. C'est vraiment un travail filmé, mis en onde, donc il faut compter environ une bonne 300 d'intervenants. Je ne parle pas des permanents de Tropique Atrium, donc qui sont intervenus là-dessus. Et cette plateforme, comme les autres pendant ce confinement, a permis donc justement de faire travailler cette filière. Pour nous, c'est un beau cadeau donc pour terminer l'année. Donc elle a été symboliquement mise en place, en tout cas ouverte le 31 décembre, mais on peut continuer à la voir. Et puis ça nous interpelle aussi sur notre futur, comment utiliser au mieux les nouvelles technologies, le numérique, par rapport à notre communication, par rapport à ce lien avec les publics. Et je crois que c'est une expérience, en tout cas, que nous avons entamée. Et on va continuer, bien entendu, en complément du spectacle vivant en présentiel, et puis bien sûr avec toutes nos autres manifestations en termes de formation, d'éducation artistique. Merci beaucoup Frédéric Tally de nous avoir donné envie avec toutes ces créations, tous ces spectacles. Effectivement, on imagine ces passerelles avec le digital qui sont devenues indispensables. On souhaite de passer une très belle journée. On remercie également Yoann Constant d'avoir réalisé ce direct. Et on reste au chapitre de la culture. Félicitations aux Martiniquais qui ont été désignés par l'Ordre des Arts et des Lettres. Alors justement, Manuel Césaire, le directeur de Tropique Atrium, a été désigné chevalier, mais c'est aussi le cas pour les membres du groupe Cassav. Jocelyne Berroir est nommée officier et les autres membres du groupe chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Hommage à ce groupe mythique qui, 40 ans après ses débuts, continue de faire rayonner notre culture à l'international. Et après cette interlude musicale, on ouvre à présent la page de l'actualité nationale. Elle est marquée par l'accélération de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Nouvelle décision de l'État. Olivier Véran a annoncé l'élargissement de la vaccination aux pompiers et aux aides à domicile. Des professionnels qui sont au plus près des populations les plus vulnérables. Dans le Calvados, Anaïs Lebranchu et Antoine Santos. La journée de Sophie commence toujours par un café. Aujourd'hui, elle le boit chez Yvonne, dont elle est l'aide à domicile depuis 8 ans. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Ouais. Oui, tranquillement. Oui, ça a été quand même, oui. L'occasion de prendre des nouvelles et de discuter de l'actualité. 25 000 doses de vaccins par semaine en Normandie. Et justement, depuis ce matin, Sophie sait qu'elle peut se faire vacciner. Elle fait partie des professions prioritaires et elle a 50 ans, l'âge minimum. Le fait d'être vacciné, on se sent plus à l'aise quand on va chez les gens, quoi. On se dit au moins qu'on ne va peut-être pas l'attraper et du coup nos personnes ne l'auront pas. Si Yvonne, 86 ans, ne s'en fait pas trop car elle applique scrupuleusement les gestes barrières, elle se réjouit pour celle qui est devenue son amie. Bon, j'ai respecté le confinement, mais elle peut aller ailleurs sans que toutes les règles soient bien respectées. Et je pense que c'est important, quoi. Ménage, repas, toilettes, Sophie intervient chez une trentaine de personnes chaque semaine, toutes fragiles et donc sensibles au virus. J'ai aussi des personnes plus jeunes qui ont des maladies ou
ont des accidents de la vie, qui sont sous oxygène respiratoire aussi. Donc ces personnes-là, il faut faire attention avec le Covid. Certaines personnes ont parfois besoin d'une aide quotidienne, comme Monique, âgée de 80 ans. Est-ce qu'on mange du foie gras ce midi? Non, mais celui que vous m'avez apporté était délicieux. Délicieux, et la petite bûche? Et la bûche délicieuse aussi, on s'est régalé. Hein. Sylvie, son aide à domicile de 56 ans, pourra elle aussi se faire vacciner. Pouvoir se protéger et maintenir cette venue est une bonne nouvelle. Il faut des personnes pour les aider en fin de compte. Que si tout le monde est confirmé, on ne pourra plus travailler. Les personnes n'auront plus personne. En France, il existe plus d'1 million de professionnels de l'aide à domicile. Et en Angleterre, malgré une campagne de vaccination très active, la situation s'aggrave. Le pays s'apprête à reconfiner ses habitants. Un confinement plus strict qu'en novembre dernier, puisque là, les écoles aussi resteront fermées. C'est un variant du coronavirus qui fait des ravages. Et du côté français, regardons quelles sont les mesures qui sont mises en place pour empêcher qu'il ne se propage. On va regarder à Paris ce qui se passe, notamment à Gare du Nord, là où arrive l'Eurostar, avec Joséphine Devambé et Jérôme Garot. Cette liaison avec l'Angleterre est pour l'instant toujours ouverte. Un Eurostar est arrivé en fin de matinée à la Gare du Nord à Paris avec à son bord des passagers qui ont à cœur de ne pas ramener le virus chez nous. J'avais un peu peur du voyage, du coup j'ai pris... Enfin bon, j'ai pas voyagé en seconde pour une fois parce que pour essayer de avoir moins de monde autour de moi. Et il y avait beaucoup de checkpoints pour dire comme ça, et pour voir si on avait vraiment le PCR test négatif. Des contrôles sanitaires stricts sont organisés dans les deux sens. Ces Françaises, elles, se dépêchent de rentrer. Elles habitent Londres et craignent la fermeture des frontières. Ça me fait un petit peu peur, oui, vu que les cas augmentent, la situation est un petit peu compliquée en ce moment, donc j'ai peur que les mesures, oui, deviennent un petit peu plus sévères. C'est pour ça que je me suis dit, bon, il faut rentrer maintenant. Un peu de crainte par rapport au fait que ça ferme, mais bon, je pourrais toujours rentrer chez moi et au pire, si ça ferme, c'est pas très grave, je resterai là-bas. De l'autre côté des rails, les Anglais respectent leur premier jour de confinement. Les magasins sont encore ouverts jusque ce soir, mais les rues de cette artère commerçante à Londres sont déjà désertes. C'est une solution à court terme pour soulager le service de santé. Donc moi, je n'ai aucun problème avec ça. Si la situation empire, que le taux d'infection augmente et que de plus en plus de gens sont malades, alors je crois que c'est la bonne solution, oui. C'est juste exaspérant. Je ne sais pas si les gens vont pouvoir faire ce dernier effort. Encore 6 semaines. Ce confinement, c'est juste fou. Suite à la découverte d'une forme variante du virus sur son territoire, le Royaume-Uni avait subitement fermé ses frontières juste avant Noël. Toutes les liaisons aériennes, maritimes, ferroviaires avaient été suspendues et le tunnel sous la Manche fermé pendant 2 jours. Et une autre épidémie, c'est celle de la grippe aviaire. Elle continue de gagner du terrain dans le sud-ouest de l'Hexagone. Des milliers de canards ont déjà été abattus. 61 foyers de contamination ont été détectés. Les éleveurs sont très inquiets. Ils craignent de revivre une crise aussi grave que celle qui a eu lieu il y a 3 ans. Dans les Landes, Grégoire Listo et Christophe Deveau. Pour Julien, 2021 commence plutôt mal. Le virus de la grippe aviaire H5N8 a contaminé son exploitation et ces 2500 canards sont condamnés. C'est compliqué. On les bichonne, on les laisse dedans le plus longtemps possible, on chauffe, on les protège. Enfin voilà, on essaye d'être très très présent pour à la fin faire un produit vraiment de qualité. Heureusement, les fêtes de Noël sont passées et le foie gras s'est bien vendu cette année. Mais les mois qui viennent s'annoncent compliqués. La vente sur les marchés représente 50% du chiffre d'affaires des petits producteurs. Tous les canards qu'on a sur exploitation vont être abattus, peu importe les âges. Et voilà, et donc là, ça veut dire après des protocoles de nettoyage, de désinfection, une remise en place, on ne sait pas trop quand, et après 4 mois d'élevage, 15 jours de garage. Donc voilà, donc ça amène, on se pose la question comment on va sauver notre été. Dans les Landes, près de 120 communes sont concernées par la grippe aviaire. Malgré les règles sanitaires strictes, le virus se répand très vite. Cet éleveur avait pourtant investi 40 000 € lors de la crise de 2017 pour se protéger. C'est très affolant, surtout que j'ai des collègues là que j'ai au téléphone qui sont touchés et voilà, ça fait bizarre. On se disait qu'on avait réussi à trouver des solutions, et puis en fait ça avance toujours. Cette crise aviaire s'ajoute à celle du Covid. Les éleveurs se sentent bien impuissants. Côté humain, aujourd'hui, on met nos masques, on met une distanciation sociale, donc ça on sait faire. Les humains, on les vaccine, peut-être qu'on vaccinera les canards. Peut-être que ça marchera et qu'on aura trouvé la solution aussi.
Il faudra tout réétudier, vous trouvez la bonne solution. 61 foyers de grippe aviaire ont été recensés à ce jour par les autorités, dont 48 rien que dans le département des Landes. Avis aux adeptes des casinos. Avant de se quitter, quelques images de celui de la Grande Motte dans l'Hérault. Il propose des box privatifs accessibles en voiture. Une innovation qui vise à s'adapter aux restrictions sanitaires en vigueur et à survivre à cette crise économique. Un sujet de nos confrères de Via Occitanie. Vous connaissez les drives pour récupérer des fruits et légumes commandés sur Internet. Place désormais au drive du jeu d'argent. L'idée vient du casino de la Grande Motte dans l'Hérault. Pour maintenir une activité face à la crise sanitaire, l'établissement a installé 17 tentes de jeu sur son parking. Le principe est simple, le client arrive en voiture et se laisse guider vers un box libre. On a voulu surmonter cette crise, mais je pense qu'on a un concept qui va perdurer dans le temps. Des box individuelles, des mesures sanitaires ultra respectées, mais tout ça avec du rêve, du jeu, de l'émotion. L'activité de ce drive n'a pas encore démarré. La direction du casino attend pour cela le feu vert de la préfecture de l'Hérault. On est parfois très créatif avec cette crise. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce journal de 13h sur Via TV. C'est maintenant la fin de cette édition, mais vous restez bien sûr en compagnie de nos programmes toute la journée. Rendez-vous à 18h30 avec Régine Germani dans Anche PIA et à 19h bien sûr pour un point complet sur l'information locale, nationale et internationale avec Jean-Marc Dabreu. À demain 13h.